Gras, salé et sucré. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Oui. Et c'est la suite de notre enquête ce matin. Les casseurs sont-ils des gilets jaunes ? Oui, juste une petite précision, parce qu'on vient de nous apporter en fait une information. Il y a un pont qui s'est effondré à Mirepoix sur Tarn. Donc il y avait visiblement un camion et puis une voiture sur ce pont. Il y aurait peut-être une victime. Nous vous en dirons un petit peu plus dans un instant donc sur cet effondrement donc d'un pont sur le Tarn. Oui. Et la suite au 0826 300 300 pour revenir sur cet anniversaire des Gilets jaunes avec pas mal d'appels au standard. Et on va commencer avec Yves qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Yves. Oui, bonjour Sud Radio, Yves. bonjour toute l'équipe. Oui. Tout d'abord, en premier, n'ayez pas peur, ce n'est pas de la flatterie. Je remercie Sud Radio pour donner la parole à des personnes dont les avis sont tranchés différemment, et c'est en cela que c'est appréciable. Ah bah, merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, mais je ne flatte personne, n'ayez pas peur, ce n'est pas mon style. En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai dit la même chose au patron de la radio aujourd'hui. Je vous dis d'où j'appelle, c'est-à-dire, j'ai été un militant communiste toute ma carrière et j'ai été un militant CGT. Ouais. J'ai participé à peu près, je peux dire à peu près, on peut dire à une centaine de manifestations, et il n'y a jamais eu un seul débordement. Voilà. Deuxièmement, ce que je voulais dire par rapport aux gilets jaunes, les casseurs sont-ils des gilets jaunes? Les gilets jaunes sont-ils des casseurs? Peu importe. À partir du moment actuellement. Bon, il faut partir de l'année dernière, 300 000 personnes. Un an après, 30 000 personnes, c'est-à-dire plus personne. Les gilets jaunes sont-ils des casseurs? Oui, évidemment. Je vais très souvent voir les manifestations, plus que voir, sentir, participer, mais en spectateur aux manifestations à Toulouse. Je peux vous dire que samedi, vous ne faisiez pas de différence entre les gilets jaunes et les casseurs. C'est exactement pareil. Il ne faut pas raconter l'histoire. Maintenant, les gilets jaunes, soit sont des participants à la casse, soit sont des couards et ne participent pas, mais sont pour la casse. Voilà. Deuxième chose. Dimanche, c'était l'anniversaire des gilets jaunes. Donc à Toulouse, il y avait aussi une manifestation qui a été annoncée à un grand coup de publicité. Ils étaient 24. Vous savez, moi, dimanche à midi, j'ai fait un repas, on était 25. Personne n'en a jamais parlé. Par contre, des 24, tout le monde en parlait. Vous voyez, il faut, je crois que maintenant, la manifestation, les gilets jaunes, ce n'est plus qu'une queue de comète. Et d'ailleurs, si mettons, vous avez un peu de recul politique, maintenant, ils se sont agrégés à la manifestation du 5, qui est une manifestation syndicale. L'année dernière, vous n'en auriez jamais entendu. Ils étaient contre à 1000%. Vous voyez très bien que, non, cela continuera, ça je l'ai dit comme l'année dernière, parce que l'année dernière, à la même époque, chez vous, je l'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire, parce que j'avais téléphoné, un sondeur était venu chez vous, il avait dit, aux élections européennes, les gilets jaunes feront 20 à 25%. J'avais dit, ils feront à peu près 1%. Je m'étais trompé, ils ont fait moins de 1%. Donc c'est pour montrer ce qu'ils représentent à la population. On dit, ils ne font pas procuration. N'ayez pas peur, moi j'ai fait pas mal de grèves, des grèves, tout cela. Les gens qui les font, ceux qui ne les font pas, ne les font pas. La procuration, alors, ça n'existe pas. Yves, restez avec nous. Il y a d'autres appels également. José Espinoza, qu'est-ce que vous dites à Yves, qui est donc un ancien CGTiste, il l'a dit, qui a été militant, qui a manifesté. Il dit maintenant, beaucoup des gilets jaunes qui sont sur le terrain sont radicalisés. Voilà, et je dirais simplement, je lui répondrai que lui, il est plus cégétiste, apparemment, c'est un ancien. Moi, je le suis toujours. Et donc, je suis gilet jaune depuis le début. C'est moi qui ai initié le mouvement à Montreuil. Donc, ce que dit ce monsieur ne tient pas debout. En partie, quand même. Non, là où il a raison, c'est effectivement qu'entre le 17 novembre 2018, où il y a eu l'effet de surprise et où plus de 300 000 personnes ont participé. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une diminution très forte. Mais il faut comprendre pourquoi. Parce que depuis, il y a eu les violences.
Et les violences empêchent les gens de venir manifester. Oui, ils les découragent, quoi. Mais ils les découragent. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ils essayent d'éteindre le conflit. Mais ceci... Non, mais ce qui n'est peut-être pas faux, parce qu'on en a vu certains, moi j'en ai rencontré aussi, qui disent, de toute manière, oui, j'étais un gilet jaune pacifique, mais maintenant, pour nous faire entendre, il faut qu'on casse, sinon on ne se fera pas entendre. Oui, et là, ça existe. C'est ce qu'on lit dans les messages. Ça existe, mais c'est très minoritaire. Oui, c'est vrai, ça existe, mais c'est minoritaire. Oui. Les gens, non, la grande question qui nous est posée et que les gilets jaunes se posent, c'est comment faire pour regagner les gens qui y étaient dans les premiers temps dans les manifestations et pour élargir le mouvement. Parce que les problèmes sociaux et économiques sont toujours là. Et il n'y a eu aucune réponse de la part du gouvernement. Ouais. Et c'est le gouvernement qui a créé cette situation et qui a créé le désordre. Ouais. Et donc, il faut que rapidement, ils répondent. Sinon, les choses vont s'envenimer. Mais bon, ça, c'est... Éric Roman. Oui, pour rebondir effectivement là-dessus... les choses effectivement vont évoluer et certainement pas dans le bon sens parce que la colère est toujours là, elle est très importante et beaucoup de gens effectivement aujourd'hui se radicalisent et se disent effectivement c'est soit en laissant casser, soit en cassant qu'on va réussir au moins à faire parler de nous ou à obtenir quelque chose. Et nous craignons beaucoup, nous, ce qui va se passer à partir du 5 décembre et la suite. Il y a 3 ans, c'était les bonnets rouges, il y a 1 an, c'était les gilets jaunes qui étaient alors, ça, selon les ministères de l'Intérieur, un peu 300 000. Nous avons compté, le syndicat France Police, plus d'1 million de manifestants le 17 novembre sur toute la France, les ronds-points, etc. Là, ils étaient pour nous 60 000, donc samedi dernier, sur toute la France, ce qui fait il n'en reste plus qu'1 sur 20. Mais la colère, elle est toujours là. Et demain, à la mauvaise réforme, vous aurez à nouveau plus d'1 million de personnes dans la rue. Et vous avez 55% des gens qui... ont un capital sympathie. Plus que cela, ça monte encore jusqu'à 70%. Tout à fait, mais dans certains sondages. Nouvel appel, Cécile. On a Patrice qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Patrice, bienvenue. Bonjour Patrice. Bonjour. Moi je suis un journaliste indépendant, j'ai une carte de presse internationale et je suis terriblement déçu et je vous remercie Sud Radio de nous donner la parole à nous les journalistes indépendants. Je les représente quelque part parce qu'il y a quand même eu 118 personnel de presse blessés dans les manifs gilets jaunes par les forces de l'ordre, et ça, personne n'en parle. Ce week-end, ce samedi, un petit jeune d'une 20aine d'années qui s'appelle Julien a reçu une grenade en pleine tête. Heureusement qu'il avait un masque de protection pour les gaz lacrymogènes, parce que le jeune, il aurait plus de tête. Quand je sais que les syndicats commencent à interpeller tout le monde parce que ça peut plus durer. Quand le journaliste de BFM TV s'est pris un œuf cru, je précise bien un œuf cru sur la tête, tout le monde a fait un pataquès en criant on viole la liberté de la presse, on viole la liberté de la presse. Et quand des journalistes indépendants, je précise bien indépendants le plus souvent, se font shootés par la police, par les CRS, par les gendarmes mobiles, enfin on ne sait pas trop qui tire, mais en tout cas c'est des grenades lacrymogènes, des GLIF-4 ou des gaz dispersion qui leur arrivent dans les jambes, comme ce week-end par exemple Nadège, une collègue qui a pris une GLIF-4 dans la jambe, elle a toute la jambe qui est bleue, personne n'en parle. Quand la profession, vous entre autres, Sud Radio, et je vous remercie de nous donner la parole, quand la profession va-t-elle réagir et dire ça suffit, la liberté de la presse est importante en France, c'est un des piliers de la démocratie, il ne faut pas l'oublier. Il y a des lois qui stipulent qu'on doit pouvoir travailler en toute sécurité et tranquillement sans être visé, sans être tapé ou shooté par la police. Merci Patrice, vous avez raison de faire cette remarque. Les violences sur les journalistes n'ont pas été le fait de la police uniquement ici. Il y en a bien sûr. Mais on sait que beaucoup de journalistes ont beaucoup de mal dans les manifestations gilets jaunes parce qu'il y a eu notamment une action, un acte gilets jaunes contre les médias où ils avaient manifesté devant TF1, puisque pour eux, effectivement, le mouvement des gilets jaunes, dans toute sa complexité, n'a pas été bien rendu par certains médias. Je voudrais qu'on revienne quand même un instant également sur ce qui s'est passé place d'Italie ce week-end, parce que José Espinosa, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un guet-apens selon Olivier Besancenot, c'est-à-dire que le gouvernement avait décidé d'essayer de neutraliser, de maîtriser autour de la place d'Italie, quoi. C'est-à-dire que les gilets jaunes, quand ils sont arrivés là-bas, et ensuite il y a eu aussi des casseurs qui se sont infiltrés, plus personne ne pouvait repartir après. C'était un peu ça, quoi. Il faudra il faudrait là une enquête parlementaire pour déterminer les raisons du choix de la place d'Italie. Est-ce que c'était une volonté en fait d'assurer la manifestation
dans son ensemble, ou est-ce que c'était une volonté de piéger des gens à l'intérieur et notamment de piéger les casseurs et l'éventuel qui viendraient. Pour essayer de limiter, quoi, probablement, non, oui, c'était ça. Est-ce qu'il y avait une volonté de permettre la manifestation ou une volonté d'arrêter les casseurs? Qu'est-ce qui était le premier choix de la préfecture de police? Je crois en tous les cas que la gestion par Didier Lallemand et par Castaner, parce que c'est le ministère qui on l'a beaucoup moins décide. Entendu là pendant le week-end. On l'entend pas, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui donne les ordres. Avec Laurent Nunez aussi. Donc, c'est toujours mieux quand on l'entend pas. Voilà, la volonté en tous les cas, la gestion de cette affaire-là a été encore une fois une gestion déplorable de ces événements. Et donc, je crois qu'il faut quand même que maintenant ces responsabilités soient reconnues et qu'il faut démissionner. Il faut le démissionner et mettre notre ministre de l'Intérieur qui prenne les choses autrement. Si on veut baisser la tension, parce qu'il va falloir baisser la tension, parce que je suis d'accord avec M. Roman, les choses peuvent se gâter après le 5. À partir du 5, puisqu'il va y avoir une forme de convergence. Et donc, il faut faire baisser la tension, il faut donc redonner le caractère normal aux manifestations, et il faut donc que les choses se passent de manière très différente. Est-ce qu'il y a un caractère normal dans les manifestations, sachant qu'il y a à chaque fois de la casse? Alors, venons, c'est ce qu'on disait, c'est la question du jour. Les casseurs sont-ils des gilets jaunes, donc de ces casseurs? On peut les identifier. Mais beaucoup de casseurs sont déjà identifiés, on les laisse faire. Donc, il y en avait 1500, 2000 lors des premières manifestations, il y en a quand même moins maintenant, quoi. C'est juste parce qu'ils ne voulaient pas être en nombre là sur celle-là. Ah bon, je pensais. Clairement, le jour où ils voudront être en nombre, ils seront à nouveau en nombre et vous aurez à nouveau 1000 Black Blocs qui viendront pas seulement de la France. Je pensais qu'il y avait eu des mesures qui avaient été prises et qu'ils avaient été identifiés, recensés, etc. Est-ce que vous avez eu beaucoup de procès sur des Black Blocs? Non. Voilà. Comme il n'y a pas de procès sur les violences policières non plus. Ça, c'est ça qui est... Alors, il y a des enquêtes extraordinaire, parce que ceux qui voient ceux qui voient les vidéos voient bien que les violences sont de part et, pour être gentil, de part et d'autre. Il faut bien voir que sur ce que vous appelez violences policières, il va y avoir des lampistes qui vont trinquer, bien sûr. Mais comme les gilets jaunes trinquent pour les casseurs. Mais je vous rappelle quand même que l'ancien préfet de police, qui avait été démis de ses fonctions pour ne pas avoir obéi aux ordres, a ensuite eu un parachute doré au Conseil d'État. Tout à fait. Donc, ce qui montre bien qu'on couvre tout ça et que ça ne va pas. Voilà. C'est une gestion déplorable. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que la gestion le syndicat France Police Policiers en colère veut que ce soit ceux qui donnent les ordres qui effectivement soient ensuite en procès. José Espinosa, est-ce que vous vous sentez face justement aux forces de l'ordre ou vous estimez que finalement vous faites partie du même camp? Mais je ne suis ni face ni du même camp. Moi, quand il y a les forces de l'ordre, de mon point de vue, je les vois favorablement quand elles s'occupent de répondre à la sécurité dans les quartiers, à la sécurité de la population. Voilà. Et on a besoin d'agents de police, on a besoin de forces dites de l'ordre pour justement faire en sorte que tout le monde vive bien. Voilà. Or, ce n'est pas le cas. Monsieur ne me démentira pas, il va peut-être même le confirmer. Je vais le confirmer. On enlève des gens quand il y a les manifestations, on enlève des policiers qui sont chargés du maintien de l'ordre public pour les mettre dans les forces de l'ordre de répression. C'est ce que j'appelle, moi, les forces du désordre, parce que maintenant, je ne peux plus parler de forces de l'ordre, c'est les forces du désordre. Donc, il y a un problème qui est posé. Et nous ne sommes pas des gens qui combattons la police, qui combattons... Non, il en faudra, il y en aura, tous les pays en ont. Le problème, nous voulons que l'ordre républicain soit rétabli. Ça, c'est une chose qui est la plus importante. Éric Roman, effectivement, pour assurer, capitaine de police. Il faut bien dire que pour assurer la sécurité, on a eu des gros problèmes avec, en fait, quand l'ancien président de la République, ancien ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, quand il a diminué les effectifs, notamment dans les CRS. Après, nous avons eu le président Hollande qui a remis des effectifs en plus, effectivement, mais nous avions à ce moment-là la problématique terroriste issue de la politique Sarkozy en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, nos effectifs qui étaient revenus sont partis essentiellement dans le renseignement. Aujourd'hui, nos effectifs, quand ils sortent d'école, vont majoritairement chez les CRS ou à la préfecture de Paris
aux compagnies d'intervention qui sont en fait les CRS de la préfecture de police. Aujourd'hui, les sacrifiés, c'est la sécurité publique, ceux qui assurent la sécurité des Français partout dans les commissariats, ceux que vous appelez la police secours, qui ne sont plus assez nombreux. Aujourd'hui, s'il y a une fusion des arrondissements centre à Paris, le 1, 2, 3, 4, c'est parce qu'on n'a plus assez d'effectifs pour faire les polices secours. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu une attaque terroriste sur le 2e arrondissement, c'est la PS 23 qui est intervenue, c'est-à-dire la police secours conjointe des arrondissements des 2e et 3e arrondissements, parce qu'ils n'avaient même pas les moyens de faire une police secours de 3 fonctionnaires. On a un problème d'effectifs extrêmement important en sécurité publique aujourd'hui, et on ne le dira jamais assez. Le gouvernement souhaite privilégier le maintien de l'ordre aujourd'hui pour rester au pouvoir, effectivement, parce qu'il faut bien voir que le président a eu très peur après ce qui s'est passé donc en Auvergne, quand il a failli, il a craint pour sa vie. Aujourd'hui, il a peur, c'est clair. Donc aujourd'hui, tout va sur le maintien de l'ordre et les CRS et la compagnie d'intervention. On marque une pause sur Sud Radio. Je rappelle juste que le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn, à la frontière de la Haute-Garonne et du Tarn, s'est effondré ce matin, entre 8h et 8h30. C'est ce que les premiers éléments que nous avons eus tout à l'heure. La dépêche du midi également. Alors selon la dépêche, c'est un poids lourd dont le tonnage était supérieur à la limite autorisée qui s'est engagé évidemment sur le pont. Une voiture qui franchissait le pont aurait chuté aussi dans la rivière lors de l'effondrement. À son bord, il y avait un adolescent de 15 ans et l'un de ses parents, la victime, serait l'adolescent de 15 ans. Nous y reviendrons bien sûr tout au long de ce grand matin sur Sud Radio. Restez avec nous, il est 9h47, on revient dans un instant. Suite de notre enquête ce matin, les casseurs sont-ils des gilets jaunes? Oui, juste une petite précision parce qu'on vient de nous apporter en fait une information. Il y a un pont qui s'est effondré à Mirepoix sur Tarn. Donc il y avait visiblement un camion et puis une voiture sur ce pont. Il y aurait peut-être une victime. Nous vous en dirons un petit peu plus dans un instant donc sur cet effondrement donc d'un pont sur le Tarn. Oui. Et la suite au 0826 300 300 pour revenir sur cet anniversaire des Gilets jaunes avec pas mal d'appels au standard, et on va commencer avec Yves qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Yves. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour toute l'équipe. Oui. Tout d'abord, en premier, n'ayez pas peur, ce n'est pas de la flatterie. Je remercie Sud Radio pour donner la parole à des personnes dont les avis sont tranchés différemment, et c'est en cela que c'est appréciable. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Voilà, mais je ne flatte personne, n'ayez pas peur, ce n'est pas mon style. En tout cas, ça fait plaisir, merci beaucoup. J'ai dit la même chose au patron de la radio aujourd'hui. Je vous dis d'où j'appelle, c'est-à-dire, j'ai été un militant communiste toute ma carrière et j'ai été un militant CGT. J'ai participé à peu près, je peux dire à peu près, on peut dire à une centaine de manifestations, et il n'y a jamais eu un seul débordement. Voilà. Deuxièmement, ce que je voulais dire par rapport aux gilets jaunes, les casseurs sont-ils des gilets jaunes? Les gilets jaunes sont-ils des casseurs? Peu importe. À partir du moment actuellement. Bon, il faut partir de l'année dernière, 300 000 personnes. Un an après, 30 000 personnes, c'est-à-dire plus personne. Les gilets jaunes sont-ils des casseurs? Oui, évidemment. Je vais très souvent voir les manifestants, plus que voir, sentir, participer, mais en spectateur aux manifestations à Toulouse. Je peux vous dire que samedi, vous ne faisiez pas de différence entre les gilets jaunes et les casseurs. C'est exactement pareil. Il ne faut pas raconter l'histoire. Maintenant, les gilets jaunes, soit sont des participants à la casse, soit sont des couards et ne participent pas, mais sont pour la casse. Voilà. Deuxième chose. Dimanche, c'était l'anniversaire des Gilets jaunes. Donc à Toulouse, il y avait aussi une manifestation qui a été annoncée à un grand coup de publicité. Ils étaient 24. Vous savez, moi, dimanche à midi, j'ai fait un repas, on était 25. Personne n'en a jamais parlé. Par contre, des 24, tout le monde en parlait. Vous voyez, il faut, je crois que maintenant, la manifestation, les Gilets jaunes, ce n'est plus qu'une queue de comète. Et d'ailleurs, si mettons, vous avez un peu de recul politique, maintenant, ils se sont agrégés à la manifestation du 5, qui est une manifestation syndicale. L'année dernière, vous n'en auriez jamais entendu. Ils étaient contre à 1000%. Vous voyez très bien que, non, cela
continuera, ça je l'ai dit comme l'année dernière, parce que l'année dernière, à la même époque, chez vous, je l'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire, parce que j'avais téléphoné, un sondeur était venu chez vous, il avait dit, aux élections européennes, les gilets jaunes feront 20 à 25%. J'avais dit, ils feront à peu près 1%. Je m'étais trompé, ils ont fait moins de 1%. Donc c'est pour montrer ce qu'ils représentent à la population. On dit, ils ne font pas procuration. N'ayez pas peur, moi j'ai fait pas mal de grèves, des grèves, tout cela. Les gens qui les font, ceux qui ne les font pas, ne les font pas. La procuration, alors, ça n'existe pas. Yves, restez avec nous, il y a d'autres appels également. José Espinoza, qu'est-ce que vous dites à Yves, qui est donc un ancien CGTiste, il l'a dit, qui a été militant, qui a manifesté. Il dit maintenant, beaucoup des gilets jaunes qui sont sur le terrain sont radicalisés. Voilà, je dirais simplement, je lui répondrai que lui, il est plus CGTiste, apparemment, c'est un ancien. Moi, je le suis toujours. Et donc, je suis gilet jaune depuis le début. C'est moi qui ai initié le mouvement à Montreuil. Donc, ce que dit ce monsieur ne tient pas debout. En partie, quand même. Non. Là où il a raison, c'est effectivement qu'entre le 17 novembre 2018, où il y a eu l'effet de surprise et où plus de 300 000 personnes ont participé. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une diminution très forte. Mais il faut comprendre pourquoi. Parce que depuis, il y a eu les violences. Et les violences empêchent les gens de venir manifester. Ils les découragent, quoi. Mais ils les découragent. Bien sûr. Et donc, ils essayent d'éteindre le conflit. Mais ceci... ce qui n'est peut-être pas faux, parce qu'on en a vu certains, moi j'en ai rencontré aussi, qui disent, de toute manière, oui, j'étais un gilet jaune pacifique, mais maintenant, pour nous faire entendre, il faut qu'on casse, sinon on ne se fera pas entendre. Oui, et là, ça existe. C'est ce qu'on lit dans les messages. Ça existe, mais c'est très minoritaire. C'est vrai, ça existe, mais c'est minoritaire. Les gens... Non, la grande question qui nous est posée et que les gilets jaunes se posent, c'est comment faire pour regagner les gens qui étaient dans les premiers temps dans les manifestations et pour élargir le mouvement. Parce que les problèmes sociaux et économiques sont toujours là. Et il n'y a eu aucune réponse de la part du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a créé cette situation et qui a créé le désordre. Et donc il faut que rapidement ils répondent. Sinon... les choses vont s'envenimer, mais bon, ça c'est... Éric Roman. Oui, pour rebondir effectivement là-dessus, les choses effectivement vont évoluer et certainement pas dans le bon sens, parce que la colère est toujours là, elle est très importante, et beaucoup de gens effectivement aujourd'hui se radicalisent et se disent effectivement c'est soit en laissant casser, soit en cassant qu'on va réussir au moins à faire parler nous ou à obtenir quelque chose. Et nous craignons beaucoup, nous, ce qui va se passer à partir du 5 décembre et la suite. Il y a 3 ans, c'était les bonnets rouges, il y a 1 an, c'était les gilets jaunes, qui étaient alors, ça, selon les ministères de l'Intérieur, un peu 300 000. Nous avons compté, le syndicat France Police, plus d'1 million de manifestants le 17 novembre sur toute la France, les ronds-points, etc. Là, ils étaient pour nous 60 000, donc samedi dernier, sur toute la France, ce qui fait il n'en reste plus qu'1 sur 20. Mais la colère, elle est toujours là. Demain, à la mauvaise réforme, vous aurez à nouveau plus d'1 million de personnes dans la rue. Et vous avez 55% des gens qui... ont un capital sympathie. Plus que cela, ça monte encore jusqu'à 70% Tout à fait, mais dans voyez, certains sondages. Voyez Nouvel appel, Cécile. On a Patrice qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Patrice, bienvenue. Bonjour Patrice. Bonjour. Moi je suis un journaliste indépendant, j'ai une carte de presse internationale et je suis terriblement déçu et je vous remercie Sud Radio de nous donner la parole à nous les journalistes indépendants. Je les représente quelque part parce qu'il y a quand même eu 118 personnels de presse blessés dans les manifs gilets jaunes par les forces de l'ordre, et ça, personne n'en parle. Ce week-end, ce samedi, un petit jeune d'une 20aine d'années qui s'appelle Julien a reçu une grenade en pleine tête. Heureusement qu'il avait un masque de protection pour les gaz lacrymogènes, parce que le jeune, il n'aurait plus de tête. Quand je sais que les syndicats commencent à interpeller tout le monde parce que ça peut plus durer. Quand le journaliste de BFM TV s'est pris un œuf cru, je précise bien un œuf cru sur la tête, tout le monde a fait un pataquès en criant on viole la liberté de la presse, on viole la liberté de la presse. Et quand des journalistes indépendants, je précise bien indépendants le plus souvent, se font shooter par la police
par des CRS, par les gendarmes mobiles, enfin on ne sait pas trop qui tire, mais en tout cas c'est des grenades lacrymogènes, des GLI F4 ou des gaz de dispersion qui leur arrivent dans les jambes, comme ce week-end par exemple Nadège, une collègue qui a pris une GLI F4 dans la jambe, elle a toute la jambe qui est bleue, personne n'en parle. Ouais. Quand la profession, vous entre autres, Sud Radio, et je vous remercie de nous donner la parole, quand la profession va-t-elle réagir et dire ça suffit, la liberté de la presse est importante en France, c'est un des piliers de la démocratie, il ne faut pas l'oublier, il y a des lois qui stipulent qu'on doit pouvoir travailler en toute sécurité et tranquillement sans être visé, sans être tapé ou shooté par la police. Ouais. Merci Patrice, vous avez raison de faire cette remarque. Oui, les violences sur les journalistes n'ont pas été le fait de la police uniquement ici. On a bien sûr. Mais on sait que beaucoup de journalistes ont beaucoup de mal dans les manifestations Gilets jaunes parce qu'il y a eu notamment une action, un acte Gilets jaunes contre les médias où ils avaient manifesté devant TF1, puisque pour eux, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, dans toute sa complexité, n'a pas été bien rendu par certains médias. Je voudrais qu'on revienne quand même un instant également sur ce qui s'est passé place d'Italie ce week-end, parce que José Espinosa, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un guet-apens selon Olivier Besancenot, c'est-à-dire que le gouvernement avait décidé d'essayer de neutraliser, de maîtriser autour de la place d'Italie, quoi. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, quand ils sont arrivés là-bas, et ensuite il y a eu aussi des casseurs qui se sont infiltrés, plus personne ne pouvait repartir après. C'était un peu ça, quoi. Il faudra certainement il faudrait là une enquête parlementaire pour déterminer les raisons du choix de la place d'Italie. Est-ce que c'était une volonté en fait d'assurer la manifestation dans son ensemble, ou est-ce que c'était une volonté de piéger des gens à l'intérieur et notamment de piéger les casseurs et éventuels qui viendraient? Pour essayer de limiter, quoi, probablement, non? C'était ça. Est-ce qu'il y avait une volonté de permettre la manifestation ou une volonté d'arrêter les casseurs? Qu'est-ce qui était le premier choix de la préfecture de police? Je crois en tous les cas que la gestion par Didier Lallement et par Castaner, parce que c'est le ministère on l'a beaucoup moins entendu là pendant le week-end. On l'entend pas, mais c'est lui qui décide, c'est lui qui donne les ordres. Avec Laurent Nunez, aussi. Donc c'est toujours mieux quand on l'entend pas. Voilà, la volonté en tous les cas, la gestion de cette affaire-là a été encore une fois une gestion déplorable de ces événements, et donc je crois qu'il faut quand même que maintenant ces responsabilités soient reconnues et qu'il faut démissionner, il faut le démissionner et mettre notre ministre de l'Intérieur qui prenne les choses autrement. Oui. Si on veut baisser la tension, parce qu'il va falloir baisser la tension, parce que je suis d'accord avec M. Roman, les choses peuvent se gâter après le 5. À partir du 5, puisqu'il va y avoir une forme de convergence. Et donc il faut faire baisser la tension, il faut donc redonner le caractère normal aux manifestations, et il faut donc que les choses se passent de manière très différente. Est-ce qu'il y a un caractère normal dans les manifestations, sachant qu'il y a à chaque fois de la casse? Alors, venons, c'est ce qu'on disait, c'est la question du jour. Les casseurs sont-ils des gilets jaunes, donc de ces casseurs? On peut les identifier. Mais beaucoup de casseurs sont déjà identifiés. On les laisse faire. Il y en avait 1500, 2000 lors des premières manifestations. Il y en a quand même moins maintenant, quoi. C'est juste parce qu'ils ne voulaient pas être en nombre là sur celle-là. Ah bon, vous pensez? Clairement, le jour où ils voudront être en nombre, ils seront à nouveau en nombre et vous aurez à nouveau 1000 Black Blocs qui viendront non pas seulement de la France. Je pensais qu'il y avait eu des mesures qui avaient été prises et qu'ils avaient été identifiés, recensés, etc. Non. Est-ce que vous avez eu beaucoup de procès sur des Black Blocs? Voilà. Comme il n'y a pas de procès sur les violences policières non plus. C'est ça qui est... Alors, il y a des enquêtes extraordinaire, parce que ceux qui voient ceux qui voient les vidéos voient bien que les violences sont de part et, pour être gentil, de part et d'autre. Il faut bien voir que sur ce que vous appelez violences policières, il va y avoir des lampistes qui vont trinquer, bien sûr. Mais comme des petits gardiens de la paix, les gilets jaunes trinquent pour les casseurs. Mais je vous rappelle quand même que l'ancien préfet de police, qui avait été démis de ses fonctions pour ne pas avoir obéi aux ordres, a ensuite eu un parachute doré au Conseil d'État. Tout à fait. Donc, ce qui montre bien qu'on couvre tout ça et que ça va pas. C'est une gestion déplorable. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que la gestion le syndicat France Police Policiers en colère veut que ce soit ceux qui donnent les ordres qui effectivement soient ensuite en procès. José Espinosa, est-ce que vous vous sentez face justement aux forces de l'ordre, ou vous estimez que finalement vous faites partie du même camp? Mais je ne suis ni face ni du même camp. Moi, quand il y a les forces de l'ordre, de mon point de vue, je les vois favorablement quand elles s'occupent de répondre à la sécurité dans les quartiers, à la sécurité de la population. Voilà.
Et on a besoin d'agents de police, on a besoin de forces dites de l'ordre pour justement faire en sorte que tout le monde vive bien. Voilà. Or, ce n'est pas le cas. Monsieur ne me démentira pas, il va peut-être même le confirmer. Je vais le confirmer. On enlève des gens quand il y a les manifestations, on enlève des policiers qui sont chargés du maintien de l'ordre public pour les mettre dans les forces de l'ordre de répression. C'est ce que j'appelle, moi, les forces du désordre, parce que maintenant, je ne peux plus parler de forces de l'ordre, c'est les forces du désordre. Donc, il y a un problème qui est posé. Et nous ne sommes pas des gens qui combattons la police, Non, il en faudra, il y en aura, tous les pays en ont. Le problème, nous voulons que l'ordre républicain soit rétabli. Ça, c'est une chose qui est la plus importante. Oui, Éric Roman, effectivement, capitaine de police. Il faut bien dire que pour assurer la sécurité, on a eu des gros problèmes avec, en fait, quand l'ancien président de la République, ancien ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, quand il a diminué les effectifs, notamment dans les CRS. Après, nous avons eu le président Hollande qui a remis des effectifs en plus, effectivement, mais nous avions à ce moment-là la problématique terroriste issue de la politique Sarkozy en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, nos effectifs qui étaient revenus sont partis essentiellement dans le renseignement. Aujourd'hui, nos effectifs, quand ils sortent d'école, vont majoritairement chez les CRS ou à la préfecture de Paris, aux compagnies d'intervention qui sont en fait les CRS de la préfecture de police. Aujourd'hui, les sacrifiés, c'est la sécurité publique. Ceux qui assurent la sécurité des Français partout dans les commissariats, ceux que vous appelez la police secours, qui ne sont plus assez nombreux. Aujourd'hui, s'il y a une fusion des arrondissements centre à Paris, le 1, 2, 3, 4, c'est parce qu'on n'a plus assez d'effectifs pour faire les polices secours. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu une attaque terroriste sur le 2e arrondissement, c'est la PS 23 qui est intervenue, c'est-à-dire la police secours conjointe des arrondissements des 2e et 3e arrondissements, parce qu'ils n'avaient même pas les moyens de faire une police secours de 3 fonctionnaires. On a un problème d'effectifs extrêmement important en sécurité publique aujourd'hui, et on ne le dira jamais assez. Le gouvernement souhaite privilégier le maintien de l'ordre aujourd'hui pour rester au pouvoir, effectivement, parce qu'il faut bien voir que le président a eu très peur après ce qui s'est passé donc en Auvergne, quand il a craint pour sa vie. Aujourd'hui, il a peur, c'est clair. Donc aujourd'hui, tout va sur le maintien de l'ordre et les CRS et la compagnie d'intervention. On marque une pause sur Sud Radio. Je rappelle juste que le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn, à la frontière de la Haute-Garonne et du Tarn, s'est effondré ce matin, entre 8h et 8h30. C'est ce que les premiers éléments que nous avons eus tout à l'heure. La dépêche du midi également. Alors selon la dépêche, il y a un poids lourd dont le tonnage était supérieur à la limite autorisée qui s'est engagé évidemment sur le pont. Une voiture qui franchissait le pont aurait chuté aussi dans la rivière lors de l'effondrement. À son bord, il y avait un adolescent de 15 ans et l'un de ses parents, la victime, serait l'adolescent de 15 ans. Nous y reviendrons bien sûr tout au long de ce grand matin sur Sud Radio. Restez avec nous. Patrick Roger, Cécile de Minibus. 9h50, merci d'être avec nous et notre sujet du jour, bien sûr, les 1 an des Gilets jaunes et la casse ce week-end à Paris, surtout avec nos invités ce matin. On continue d'en parler, vos appels au 0826 300 300 avec Éric Roman, capitaine de police, et José Espinoza, qui est cheminot retraité Gilets jaunes de Montreuil. Absolument. Et juste avant ça, Cécile, on va faire une petite parenthèse sur l'information que je vous donnais à l'instant, ce pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn à la frontière de la Haute-Garonne et du Tarn qui s'est effondré ce matin entre 8h et 8h30. Nous sommes en ligne avec Cédric qui habite juste à côté de ce pont qui s'est effondré. Bonjour Cédric, vous êtes carrossier, je crois, juste à côté. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'instant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il semblerait que ça soit un camion, en fait, qui soit passé sur ce pont et qui se soit écroulé à ce moment-là. Oui. Et bon, là, en ce moment-là, voilà, ils sont en train. Il y a des hélicoptères, des bateaux. Il y a pas mal de monde là sur place. Oui. Visiblement, c'est un poids lourd dont le tonnage était supérieur à la limite autorisée qui s'est engagée. Je ne sais pas du tout ça. Ouais, ça, vous ne savez pas. Oui. Bon, merci Cédric, en tout cas, de nous avoir apporté ces quelques informations. On conclut notre débat. Merci José Espinoza et donc Éric Roman. Merci Éric beaucoup. Roman, donc pour ce débat. Et vous êtes plus de 80% à dire évidemment que non, les casseurs ne sont pas des gilets jaunes, et on l'a compris à travers aussi ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie aussi. Et à très vite. Oui.